Bonjour à tous et bienvenue à ma conférence. Je suis hyper content d'être là. C'est vraiment chouette de se retrouver dans ces locaux, enfin voilà, dans cette conf et à la Cité des Congrès. Aujourd'hui, je vais vous parler de CrowdSec, la sécurité web par la foule. Vite fait, vous n'êtes pas venu pour me voir moi. Je suis consultant DevOps, un peu de sécurité chez Zenica. Venez nous voir sur le stand, tout ça. J'aime bien Kubernetes, la sécurité, l'open source, Green IT, Fab Lab, etc. Vous pouvez me trouver sur Twitter, mais aussi sur un autre truc qui s'appelle Mastodon, qui est très chouette si vous voulez une alternative à Twitter. Voilà, ça c'est posé. Moi, ça fait une bonne paire d'années que je fais de l'auto-hébergement, parce que je trouve ça hyper fun, parce que je trouve que c'est vraiment source d'apprentissage. Vous prenez une petite Raspberry Pi, vous faites un petit service web chez vous, etc. Là, c'est des photos. Voilà, il y a un petit NAS, un petit serveur web tout petit. J'ai un petit serveur chez un data center, etc. J'ai pas tous les trucs, j'en ai juste un. Mais voilà, je trouve ça assez rigolo. Mais l'inconvénient de faire ce type d'hébergement, c'est que on va assez rapidement être confronté à des attaques. Donc pourquoi des attaques? Donc il y a vraiment un jeu du chat et de la souris. En gros, en fait, aujourd'hui, dès que vous mettez un service sur Internet, en fait, il va être référencé. Il y a un site qui s'appelle Shodan qui a le bon goût de faire un inventaire complet de tout ce qui se passe sur Internet, de montrer les ports qui sont ouverts, de se connecter, vous montrer les versions de vos serveurs web, ce genre de choses. Et donc du coup, il y a des robots qui vont essayer d'attaquer vos services, il y a des gens, des hackers plus ou moins compétents qui vont essayer de s'introduire sur vos services. Et donc historiquement, il y avait tout un paquet de choses qu'on pouvait faire pour essayer de limiter ces attaques-là. Donc voilà, on apprenait à durcir son pare-feu, on apprenait à durcir la configuration de ces services. Donc si vous avez un SSH, voilà, on rajoute telle et telle config, vous pouvez suivre des tutos, etc. Et puis il y avait aussi des outils. Donc un outil qui est assez chouette, c'est un outil qui s'appelle Fail to Ban. En fait, dès que vous avez des connexions à votre serveur, il y a forcément, ça laisse des traces. Et ces traces-là, donc par exemple, quelqu'un qui essaye de s'authentifier sur votre service ou qui essaye d'accéder à une page web qui n'existe pas sur votre site, ça laisse une trace. Et donc du coup, Fail to Ban va aller lire cette trace-là et dire « Ah ça me paraît suspect ». Au bout d'un moment, il essaye 10 fois et il n'arrive pas à rentrer. Ça, c'est une adresse IP qui, a priori, et pas légitime. Donc du coup, il va rajouter une règle de pare-feu, il va bloquer ce pare-feu, et puis du coup, pour des attaquants potentiellement qui veulent essayer de faire un brute force, par exemple, ça va fortement les limiter parce que ils doivent essayer que 10 mots de passe toutes les 4 heures, ou toutes les 6 heures, ou toutes les 24 heures. Le truc qui était assez rigolo, c'est quand on fait de l'auto-hébergement, on peut auto-héberger des mails, ce qui est de nos jours un peu compliqué, mais quand vous avez des spams que vous recevez, etc., on peut aller rapporter qu'il y a eu du spam depuis telle adresse IP. C'est les adresses abuse, que apparemment, moi j'en ai envoyé quelques-uns, personne n'est dit. Et donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de CrowdSec qui change un peu ce côté chevalier seul, en fait, de pouvoir d'essayer de défendre son infrastructure. CrowdSec va apporter un côté collaboratif à ce genre de sécurité défensive. Quelques citations pour mettre un peu de contexte sur qu'est-ce que c'est que CrowdSec est, et puis après on rentrera un peu dans le détail de comment ça fonctionne. Ça a été nommé le Waze de la cybersécurité, donc on se met à plusieurs, et puis chacun va faire un reporting sur ce qui se passe sur son infra qui est en train de l'attaquer, et du coup ça permet de protéger les uns les autres. Il y a aussi une citation qui dit c'est un firewall multiplayer, voilà, donc on fait un firewall et puis on joue tous ensemble, etc. Et on peut dire que c'est aussi les voisins solidaires d'Internet, donc on s'entraide pour voilà, se protéger les uns les autres. Et puis après, si vous travaillez dans la cybersécu ou que vous fréquentez des gens de l'équipe sécurité, on pourra parler d'un CTI, donc un Cyber Threat Intelligence, et un réseau global du coup de CTI, ou un IPS, donc un Intrusion Prevention System participatif. Donc voilà, on se met tous ensemble et on participe à empêcher une intrusion. Donc voilà, on est au DevFest, le thème c'est Jules Verne, et si on se racontait une histoire. Alors,
c'est pas trop très Jules Verne, mais dans la cryptographie, quand on raconte des histoires, on a des personnages bien précis. Vous allez peut-être croiser ces personnages par le passé. Donc on a Alice et Bob qui généralement essaient de communiquer. Là, on va dire qu'ils essayent d'héberger des services ensemble, faire des trucs sympas. Et puis il y a Mallory, qui est plutôt le personnage un peu intrusif, qui vient faire des attaques, etc. Et puis on a aussi donc Trent et Walter, qui eux sont plutôt... donc Trent, il va être un tiers de confiance qui va aider Alice et Bob à communiquer, ou Alice et Bob à faire leur service, etc. Et puis Walter, c'est un personnage dans la crypto qui va être celui qui est un sorte de gardien. Voilà. Donc l'analogie n'est pas complètement juste, mais voilà, je vous encourage à aller lire l'article Wikipédia. Il y a tout un paquet de personnages qui sont très drôles. Donc voilà. Donc on part de ces personnages, et vu qu'on est dans le thème de Jules Verne, on va sortir un petit livre et on va raconter quand même le tour du monde en 80 jours. Bon, alors, ça ne va pas rentrer complètement, mais donc l'idée, c'est de dire, on reprend nos personnages et on va dire que c'est des personnages du voyage de Phileas Fogg. Donc Phileas Fogg, il veut partir en voyage. Donc voilà, on va dire que c'est Bob, et puis il y a Ouda, la princesse Ouda, qui à un moment donné se joint à lui dans son tour du monde. Donc on va dire que ça c'est Alice. Et puis dans les personnages un peu malveillants qui vont essayer d'entraver le tour du monde de Ouda et Phileas Fogg et Passepartout, il y a le colonel Stamp Proctor qui lui est un peu bagarreur. Il y a un moment donné, il y a des disputes, etc. Donc voilà, on va utiliser ce personnage-là. Trent, donc le tiers un peu de confiance, on va dire que c'est Lord Albermale, c'est lui qui va faire le pari comme quoi Phileas Fogg va bien réussir à faire le tour du monde. Et puis Walter qui nous défend, vu qu'on est à Nantes, forcément il y a un éléphant, et donc dans le tour du monde, il y a Kiuni qui est un éléphant qui va aider Phileas Fogg et sa troupe à faire le tour du monde. Donc voilà, on reste sur ces personnages-là. Forcément, voilà, on va aller prendre des belles images qu'on va trouver sur Gallica. Ça permet de placer un identifiant ARC dans une présentation, un petit clin d'œil à mes anciens collègues. Voilà, donc du coup, on a le colonel Stamp. Au milieu, on va avoir les gens qui vont aller essayer de faire cette aventure, fournir le service web. Et puis à droite, on va avoir les personnages qui vont essayer de les accompagner, de les défendre, etc. Donc l'idée, ça va être que le colonel va attaquer Phileas Fogg. Phileas Fogg, du coup, qui est sur son éléphant, qui l'accompagne, etc., il va comprendre que le colonel n'est pas très sympathique dans cette aventure, et donc il va prévenir Lord Albermale qui, du coup, peut aller prévenir Ouda, qui elle-même a son éléphant. Et du coup, on va pouvoir finir le tour du monde grâce à cette assistante. Voilà, on va faire un petit accéléré, hop, on arrive du coup dans le monde moderne avec des serveurs, et l'analogie va être la suivante, c'est que donc ici on a l'attaquant sur votre gauche. Au milieu, donc, du coup, il y a les serveurs dont on avait parlé au tout début, qui essayent de collaborer pour se protéger les uns les autres. Donc l'idée, ça va être voilà, le petit serveur dans le data center, il reçoit une attaque, il va prévenir CrowdSec qu'il y a eu une attaque depuis telle adresse IP, que tel acteur est considéré probablement comme malveillant. Et puis après, cette information va être répercutée aux autres serveurs qui participent à ce réseau-là. Et du coup, ils vont pouvoir se défendre les uns les autres. Voilà, on finit sur une image avec le tour du monde, vu que ça devient global, et l'analogie est finie. Là, on va pouvoir rentrer dans la technique. Donc du coup, ici, en fait, on a une image qui représente un peu le réseau de CrowdSec, qui va être de dire chaque serveur ou chaque service, etc., qui est attaqué, va renseigner des informations sur cette attaque, et puis après, le réseau peut bénéficier d'une protection préventive à partir de ces informations-là. Donc comment ça se passe techniquement? On va avoir sur notre gauche sur votre gauche. Du coup, la partie analyse, donc on retourne dans quelque chose qui est assez similaire à Fail2Ban. On va pouvoir avoir plusieurs sources d'analyse. Ça peut être du log sur un serveur, ça peut être un système de log centralisé comme du Splunk. Enfin voilà, vous choisissez votre système de log distribué. Et donc du coup, à partir de ça, on va avoir des règles qui vont aller détecter des comportements malveillants dans ces logs-là. Là, il y a toute une communauté de gens qui vont contribuer des règles parce que quand il y a telle faille de sécurité qui sort, en fait, on va rajouter une règle dans ce moteur de règles. Quand vous avez une application spécifique qui discute un peu différemment des autres parce que les appels web sont un peu différents, voilà, on peut rajouter une règle qui est spécifique à ça. Et puis, une fois qu'on a un comportement qui est détecté, la première action, c'est une action sur sa propre infrastructure. On va bloquer ou rajouter un rate limiting. Ici, on a plusieurs icônes
qui permettent de différencier les différentes actions, mais on peut avoir par exemple de dire sur le site on va rajouter un captcha pour telle adresse IP parce que son comportement a l'air un peu louche, il s'est authentifié plusieurs fois, il n'a pas réussi. Et donc voilà, ici on a un système qui est très modulaire, on va pouvoir bloquer en fonction du scénario. Et puis, du coup, on renvoie cette information à CrowdSec qui va établir des profils de réputation et considérer que telle adresse IP peut être malveillante, ça peut être un ordinateur qui est infecté ou ce genre de choses. On ne rentrera pas dans les détails de la partie cybersécu là-dessus. Donc, du coup, l'idée, c'est que CrowdSec va nous renvoyer des informations de réputation sur d'autres adresses IP et donc, préventivement, on va bloquer ou limiter ou faire un parcours particulier pour les usagers qui viennent de telle ou telle adresse IP. En termes de support technique, sur quoi on peut installer ça? Donc, je ne l'ai pas mentionné, mais du coup, CrowdSec est développé en logiciel libre. Toute la partie client, la moteur d'action local, etc., est complètement en logiciel libre. La partie modèle économique de CrowdSec est sur la partie mise à disposition des informations sur les IP et sur la réputation des IP et la fréquence à laquelle vous allez recevoir des informations depuis CrowdSec. Donc du coup, là en fait on va pouvoir l'installer sur plusieurs OS, on va pouvoir l'installer sur du Linux, du FreeBSD, du Windows. Le dernier icône c'est pour OpenWRT, pour ceux qui en font. En termes de services, on va pouvoir bloquer avec plein de manières différentes. Ici il y a un icône pour IPtable, NFTables, OpenResty, donc Apache, Nginx, ce genre de choses. On peut aussi imaginer de faire ce type de blocage ou faire ce type de remontée directement dans un SDK, donc à partir d'un langage de programmation. Donc ici, on a un SDK en Python, par exemple. Vous avez une application en Python, elle détecte un comportement qui est suspect, et donc du coup, elle peut prendre des actions à partir de ça. Et puis après, en termes de cloud et de plateforme, il y a un support pour Cloudflare, pour AWS, et il y en a un certain nombre qui sont aussi dans les cartons pour d'autres types de déploiement. Là, pour l'instant, on avait parlé de déploiement sur des petits serveurs, etc. Mais l'idée, c'est de pouvoir transformer l'essai en allant sur des infrastructures cloud. Et on va en parler, on va arriver à la partie Kubernetes. Un petit peu de technique, du coup. Là, je vous montre un exemple de scénario qui a été fait pour détecter une potentielle attaque. Donc, un petit exemple un peu connu. Donc, ceux qui ont fait un peu d'astreinte sur Log4j comprendront. Donc, ici, Log4j arrive et le pattern de détection est relativement simple. On le voit en haut à gauche, on voit que c'est des tentatives d'accéder à certaines informations. Et donc, on a une sorte de regexp ici en haut à droite. Et on va avoir un scénario qui va dire, on regarde tous les événements qu'il y a dans les access logs, dans les error logs. Et puis, si on détecte que dans le chemin, dans le user agent ou dans le referrer, on a quelque chose qui ressemble à ça, c'est probablement une attaque qui utilise Log4j. Et du coup, on peut prendre une action à partir de ça. Donc une fois qu'on a ce moteur-là, on a une sorte de protection de ces services, et CrowdSec va aussi fournir des outils pour visualiser en fait ce qui se passe sur votre infrastructure. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont en option. Vous pouvez utiliser CrowdSec sans cette partie-là. Mais du coup, la console web est assez rigolote parce qu'on peut vraiment voir l'évolution des attaques, des décisions que va prendre le CrowdSec sur les flux qui sont en train d'arriver sur vos services. Et donc ici, on a un exemple. Alors, ils ont un truc assez chouette d'ailleurs dans leur console où on peut activer le mode anonymisation. Et donc ici, il y a des screenshots d'un vrai truc, mais par contre, ils renomment les noms des machines, ils renomment le nom des domaines, les adresses IP sont anonymisées, etc. Je trouve que c'est plutôt astucieux de leur part. Donc ici, on a les trois serveurs qu'on a vus tout à l'heure. Et du coup, on va avoir des informations sur combien de scénarios sont activés. Vous pouvez activer plus ou moins de scénarios. Par défaut, il va y avoir un certain nombre de scénarios comme des problèmes d'authentification. Mais si vous savez que vous hébergez du WordPress, vous allez pouvoir activer spécifiquement un scénario pour WordPress. Et donc, du coup, on a d'autres types de visualisation. On va voir alors, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. On peut aller voir du coup d'où viennent les attaques, les IP sources, les différents AS qui sont à l'origine des attaques, les différents pays qui sont à l'origine des attaques. On va avoir donc le système de réputation dont je parlais tout à l'heure, où pour une adresse IP donnée,
on peut aller avoir une fiche d'information sur cette adresse IP, voir à quelle fréquence en fait, elle effectue des attaques sur les différents nœuds qui participent au réseau de CrowdSec. On va pouvoir voir si c'est quelque chose qui est tout récent en fait. Est-ce que cette adresse IP en fait elle attaque depuis très récemment, ou est-ce qu'elle est constamment en train d'attaquer différentes cibles. On va voir, vous voyez en bas ici, les informations sur quels sont les scénarios qui sont détectés pour cette adresse IP donnée là. Voilà. L'autre visualisation qu'on peut avoir là-dedans, ça va être donc le volume d'attaque en fonction des types de scénarios. Donc ici, on voit qu'on a le HTTP Bad User Agent. Donc s'il y a des user agents qui semblent suspects, c'est cette attaque-là qui est bloquée. On a ici SSH Brute Force. Donc quand vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes d'authentification sur votre service SSH, c'est ce scénario-là qui est déclenché. Donc, on va parler un peu de comment est-ce qu'on fait ce genre de choses dans Kubernetes. L'idée donc pour Kubernetes, c'est que vous allez avoir votre application qui est distribuée sur plein de nœuds différents, et donc la manière de fonctionner de CrowdSec dans un cluster Kubernetes, c'est qu'on va avoir une analyse des logs qui est aussi distribuée. Donc on a plusieurs manières de le faire. Ici, dans le schéma que je vous présente, l'idée, ça va être de dire sur chaque nœud, on va avoir des logs en local de notre application. L'attaquant qui est sur votre gauche, en fait, passe par le Ingress Nginx et du coup génère des logs qui sont distribués sur différents nœuds. Et donc, on va avoir un agent sur chaque nœud qui va faire cette analyse de log avec les règles qu'on lui a prédéfinies. Et puis, une fois qu'il détecte un comportement qui est suspect, il va discuter avec un service API, donc de la même manière que si on était sur un seul serveur. Là, en fait, on héberge au sein du cluster Kubernetes cette API. Il renvoie les informations sur ce comportement suspect. L'API va du coup va pouvoir effectuer des actions à partir de cette détection. Et donc l'API, là, elle va avoir des droits donc, pour faire le blocage. Donc on n'est plus dans un cas classique où on peut faire une règle IP table et dire cette adresse IP, elle arrête de nous parler pendant 4 heures. Une des manières dont on peut faire fonctionner ça va être de rajouter des règles dans le Ingress Controller. Donc là, on utilise OpenResty pour rajouter des règles dynamiquement sans avoir à redémarrer. Et donc le blocage peut s'effectuer de cette manière-là. Donc voilà, il y a plein de manières de le faire différentes. CrowdSec fournit sur un hub.crowdsec. Quelque chose va fournir un certain nombre de collections, de scénarios et de différents bouncers et d'éléments pour, en fonction de votre infrastructure, effectuer un blocage. Voilà, je vous remercie de votre attention et je pense qu'on a 2-3 minutes pour prendre des questions. Merci Arthur. Avez-vous des questions? En bas à gauche. En bas à gauche. Bonsoir, merci. Est-ce que tu sais ce qui nous garantit l'intégrité du serveur de CloudSec? C'est la communauté, mais comment on est sûr qu'eux ne se font pas avoir et qu'ils n'introduisent pas des ouvertures de règles qu'on n'aurait pas voulu? Des faux positifs Oui, par exemple, ou qu'il n'y ait pas quelqu'un qui s'amuse avec les règles qu'ils instaurent et que la communauté se fasse spoon, tout simplement. Oui, c'est ça. Alors, il y a tout un... Alors, il y a pas... Je ne sais pas s'il y a un mécanisme de transparence, mais en tout cas, dans les communications de CrowdSec, moi, je ne travaille pas pour CrowdSec, je n'ai pas d'action chez eux. Dans la communication, en tout cas, ils disent qu'à partir d'un recensement énormément de comportements malveillants, en fait, ils vont en extraire seulement 4% qui vont ensuite être répercutés comme étant des IP considérées comme dangereuses. Et donc, du coup, en effet, je pense qu'ils ont des choses dans leur outillage pour s'assurer qu'un concurrent ne va pas dire attention, toutes les adresses IP de mon concurrent sont des IP à partir desquelles j'ai des comportements malicieux. Mais en effet, c'est une question, il y a un gros enjeu sur la partie gouvernance de comment est-ce qu'on prend des décisions sur ces remontées d'informations. Il y avait une question là. Ok, dernière question. 40 secondes. Bonjour, merci pour la conférence. C'était exactement la même question en fait. Ah d'accord, bon, voilà. J'ai pas de réponse différente.
Ok, merci Arthur. Et merci à vous. Bonne fin de conférence.